Bonjour David, merci de Bonjour Audrey. participer au podcast Slash Together. Donc, avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes pour que tout le monde sache qui tu es, ce que tu fais. Alors, je suis, un jeune homme de 42 ans maintenant, je commence à vieillir, mal coiffé, et j'ai un parcours, on va dire assez atypique au sens où, je suis un informaticien de métier, j'ai été chef d'entreprise très rapidement par opportunité, au tout début de ma carrière pendant, à peu près 12 ans, monté une boîte plus dans le conseil informatique, une autre plus dans, tout ce qui est stratégie, social media et cetera qui était, on va dire que j'ai pris le train au vol quand tout ce qui est social media est arrivé en France. Et j'ai tout arrêté à un moment donné dans ma vie pour partir dans le monde de l'éducation il y a maintenant 7 ans. J'ai eu un joli rappel de la part de LinkedIn il y a 15 jours pour ça. Et donc, en 7 ans, j'ai fait plusieurs écoles, j'ai monté des parcours, déposé un titre RNCP, et actuellement, je suis au sein d'une école dans le cadre d'un programme de la CGE, enfin un PGE en fait, programme grandes écoles, et je gère des élèves de master 1, master 2 en alternance, voilà, sur ce type de programme-là. Donc effectivement, là on a décidé qu'aujourd'hui on allait parler, toi et moi, d'engagement des employés. Finalement, les employés t'envoient souvent, que ce soit des étudiants en alternance, que ce soit au sein de l'école, que ce soit dans les entreprises que tu peux rencontrer, ça fait partie des choses que tu maîtrises. Un petit peu, mais alors que je maîtrise, on maîtrise jamais l'humain. On commence à le comprendre, c'est déjà pas mal. Après, côtoyer d'autres salariés, on le fait tous au quotidien. Parce que quand on croise des gens, là, 90% des gens sont des salariés. Moi, j'ai eu la chance d'être patron, et donc d'avoir des salariés sous ma direction. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être entre guillemets directeur et d'avoir des collaborateurs, c'est le terme à la mode, qui sont d'autres salariés avec qui je travaille au quotidien pour le bien d'autres salariés qui sont pour le coup mes apprenants en alternance. Et alors justement, si on parle un petit peu d'engagement des salariés, est-ce que déjà tu vois une différence, toi, de ton époque entrepreneur ou patron, ou de ton époque aujourd'hui où tu es directeur avec les collaborateurs que tu suis? Alors, on a une grosse différence. La principale différence, elle va être au niveau déjà de l'âge des collaborateurs. On va retrouver soit énormément d'engagement chez des jeunes dans les startups. Je le vois avec certains de mes alternants qui m'envoient des mails en disant monsieur, je suis en retard sur certains travaux parce que je travaille à fond dans mon entreprise. Donc, dans les petites startups, il y a des jeunes qui sont vraiment là, qui en veulent un maximum. Et on va avoir ce même type d'engagement dans des équipes qui vont parfois être en stress ou en sous-effectif parce qu'on veut aider un collègue, etc. Chez les gens qui vont avoir 35-45 ans. Et ça, c'est à peu près stable. Euh, ce type d'engagement-là entre l'apprenant jeune et le collaborateur qui est là dans l'entreprise depuis un petit moment, ce fort engagement, on va l'avoir des deux côtés tout autant. Et on va avoir le creux de la vague avec d'autres typologies de collaborateurs qui, eux, sont ce qu'on va appeler la génération Y ou Z, etc., qui sont là en mode, bah non, moi, en fait, mon travail, c'est bien, ça me ramène un salaire à la fin du mois. En revanche, j'ai des horaires qui sont très, très clairement établis. J'irai pas faire une minute de plus, ou alors ce sera avec un peu plus d'argent à la fin du mois. Et donc là, on est sur un engagement qui est complètement différent, qui est un engagement avant tout personnel, avant d'être un engagement pour l'entreprise. Donc l'entreprise ne devient au final aujourd'hui pour cette nouvelle génération que un outil pour pouvoir se faire des plaisirs après. Alors justement, comment est-ce que tu définirais l'engagement aujourd'hui, l'engagement des employés?
Question un peu difficile, ou question piège. Le l'engagement des collaborateurs, on va la retrouver, je pense, à 2 niveaux. Enfin on va le retrouver à 2 niveaux. Le premier niveau, bah, ça va être sur une simple notion de temps de travail. C'est-à-dire que je fais mon travail, je vais un peu plus que, sur mon temps de travail pour, voilà, aller, à l'avant de problèmes, résoudre des missions qui me sont données et bah, je vais rester un peu plus longtemps pour les faire, je vais aller au bout de mes missions. Donc ça, c'est une première partie d'engagement et après, la 2e notion qui me vient à l'esprit, ça va être, la marque employeur, avec la notion d'appartenance, qu'on retrouve souvent, dans les grands groupes, type Apple, Google, je prends les secteurs que je connais, hein, mais aussi McDonald's, si on veut aller sur un secteur complètement autre, où on voit les collaborateurs, de McDo, ils vivent McDo, ils mangent McDo, ils dorment McDo, ils ne sortent qu'avec des collègues de McDo et on retrouve la même chose, dans les grosses entreprises, Apple, Google, Facebook et cetera, enfin Meta pardon, avec pour le coup une approche, où on fait vivre une expérience, on fait grimper aussi, le collaborateur au sein de l'entreprise, en lui proposant, tout un parcours d'accompagnement qu'on ne retrouve pas forcément, dans les plus petites structures et en particulier dans les entreprises françaises, où, ben, on a plus tendance à laisser partir quelqu'un et à le refaire venir, 2-3 ans plus tard sur un poste plus élevé, plutôt que de se dire: «Tiens, on va gérer sa progression et on va avoir quelqu'un qui va vraiment se sentir appartenir à l'entreprise». D'accord. Et alors, est-ce que toi, que ce soit aujourd'hui ou dans ta vie d'entrepreneur, tu as eu à certains moments besoin justement de pouvoir susciter un engagement plus important? Est-ce que tu t'es retrouvé face déjà à des problématiques soit de désengagement, soit carrément de contre-engagement? Alors j'ai eu le cas, pour le coup alors pas dans ma vie d'entrepreneur parce que j'ai eu la chance d'avoir des collaborateurs que que je pense avoir su, naturellement bien accompagner au sens où, j'ai jamais été très regardant sur les horaires, sur, la présence ou l'absence tant que, bah, quand on bossait tous ensemble dans une bonne ambiance, et on allait ensemble vers la réussite des projets. En revanche, depuis que je suis dans le monde de l'éducation, j'ai eu ce genre de situation avec, des gens qui ne trouvaient plus d'inspiration dans leur, dans leur boulot au quotidien et qu'il a fallu remotiver, en changeant les missions, en discutant avec eux, de qu'est-ce qui leur plaisait, qu'est-ce qui ne leur plaisait pas et en retravaillant en fait l'organisation des équipes, ça je l'ai entre autres vécu au sein d'une école dans laquelle j'ai entièrement retravaillé la structure, des équipes pour justement pouvoir redynamiser et redonner cet engagement, auprès des collaborateurs, qui étaient clairement j'ai un exemple en tête avec une collaboratrice qui, ouvertement, ne travaillait pas, faisait exprès d'arriver en retard et en fait cherchait à aller vers la rupture et au final en retravaillant ensemble, on a réussi à trouver un point d'accroche commun et un engagement commun vers la réussite pour pouvoir, bah, la garder, parce que c'était une bonne collaboratrice au final, c'est juste qu'elle avait perdu sa motivation. D'accord. Alors ça, c'est quand tu fais du one to one, mais quand tu t'adresses, à plein de personnes et où tu es pas en mesure de faire du cas par cas, est-ce que tu as des petits trucs, ou des idées? Enfin, est-ce qu'il y a des choses que tu as faites déjà, des initiatives peut-être que tu as lancées? Alors très honnêtement non, j'ai pas eu ce cas-là parce que j'ai la chance d'avoir eu jusqu'à présent que des équipes suffisamment petites, pour pouvoir gérer du cas par cas, quitte après à retravailler, par petites équipes, donc à 5-6
pour voir comment on pouvait compenser, certaines choses que les uns aimaient pas, les autres aimaient faire. Au sein d'un service administratif, par exemple, bah, des fois, il y en a, ils aiment bien faire la partie comptabilité, d'autres absolument pas. Mais 2 assistantes, vont se retrouver à faire la même chose toutes les 2, alors qu'il y en a une qui, déteste faire, un truc, l'autre adore faire ce truc et inversement. Et en fait, on pourrait les mettre chacune sur un travail entre guillemets qui n'est pas le même. Donc j'ai réussi sur des petites équipes comme ça à retravailler les missions des uns et des autres pour remotiver et remettre cet intérêt dans le travail. Mais pas sur des j'ai pas de grande idée magique, pour des grosses équipes, de centaines de personnes et cetera. Si ça vient, je te je te dirai dans la conversation. D'accord, pas de problème. Et aujourd'hui, quels sont tes challenges au quotidien pour engager tes équipes? Waouh! Alors comme je le disais, je travaille dans une école, donc le challenge, principal dans une école, c'est, accompagner du mieux qu'on peut les apprenants, être présent, alors je parle d'apprenants parce que pour le coup, j'ai affaire que à des alternants, c'est «ma spécificité» entre guillemets. J'aime pas trop les étudiants, ils connaissent pas le monde du travail, c'est un peu parfois plus difficile pour discuter avec eux. Mais moi, ce qui est vraiment important et c'est ça, moi, mon leitmotiv, c'est accompagner l'apprenant, dans sa réussite, à la fois scolaire et professionnelle, être derrière lui ou elle quand il y a des problèmes pour, parfois, c'est juste, lui dire: «Je suis derrière toi» ou «Les membres de l'équipe sont avec toi». Et c'est ce que j'essaie d'impulser au niveau de mes équipes, c'est, voilà, c'est on est là, on est tous là pour la même chose, le salaire à la fin du mois, mais avant tout, pour à l'apprenant pour faire en sorte qu'ils soient contents quand ils viennent prendre un cours, qu'ils ressortent avec de la connaissance supplémentaire et pas juste un truc qu'il aurait pu aller chercher sur Google. Ça, c'est quand je suis avec mes profs à discuter avec mes intervenants pour leur dire: «Voilà, il faut vraiment que vous ameniez votre plus», parce qu'aujourd'hui, les cours sont disponibles sur internet. Quand je discute avec les équipes, c'est, il faut qu'on soit capable de répondre rapidement, aux interrogations de nos apprenants, de détecter parfois dans des mails des appels à l'aide, et qu'on puisse y répondre et ça, bah, quand tu arrives à driver ton équipe, autour de cette volonté de réussite de l'apprenant, de réussite de de la diplomation, en fait, du fait que le jeune va sortir avec un diplôme, avec un métier et on va le voir progresser pendant 1, 2, 3, 5 ans, et après progresser professionnellement parce que, bah, mine de rien, on les garde sur LinkedIn, on les voit progresser, d'année en année, sur des postes de plus en plus importants. Ils reviennent souvent aussi nous poser des questions. Je pense que tu l'as toi aussi Audrey, des jeunes qui disent: «Voilà, j'ai une opportunité, est-ce que vous pensez que c'est bien ou pas bien?» Voilà, j'essaie de garder cette proximité, même si, comme je disais en introduction, je gère beaucoup d'apprenants, j'en gère 900, dans mon école actuelle. Donc c'est difficile quand on en a autant d'avoir une proximité avec les 900. Mais il faut, avoir quand même, suffisamment d'écoute et d'attention pour pouvoir répondre à ces 900 et c'est en ça que les équipes aussi sont hyper importantes, et plus on arrive à les motiver sur l'accompagnement, sur le suivi, plus on est capable de tirer la sonnette d'alarme quand il y a un besoin réel qui se fait entendre, auprès d'un apprenant. J'ai la chance, je rajouterais, d'avoir en plus, au sein de mon école actuelle, un service diversité et inclusion, qui prend en considération, tout ce qui est étudiant en situation de handicap, et sur lesquels on a une attention toute particulière, parce que c'est un des grands défis, de notre génération aussi, c'est de pouvoir accompagner n'importe quelle typologie d'apprenant, vers la réussite professionnelle. Effectivement, ça c'est un sacré enjeu et bah, tiens, justement par rapport à ça, j'imagine que, bah, ça implique aussi peut-être des formations particulières, des mises en place, de solutions particulières. Je pense par exemple à une personne qui est en situation de handicap moteur où il faut avoir des rampes, des choses comme ça. Mais est-ce que tu te rends compte qu'il y a une différence de «traitement» entre guillemets des apprenants en situation de handicap? Est-ce qu'il y a peut-être une formation spécifique qu'il est nécessaire d'avoir ou pas? Alors, déjà, il y a une formation nécessaire, à faire auprès des collaborateurs parce que tous les handicaps ne se voient pas.
Tu as parlé tout de suite d'un handicap moteur, mais je vais te donner un exemple très simple. Quelqu'un qui serait dyslexique ou dysorthographique ou enfin, qui aurait des problèmes 10, on n'y pense pas forcément, mais on est obligé d'adapter aussi la formation, un cours d'Excel à quelqu'un qui est dyscalculique, c'est hyper compliqué. Demander... Non, mais tu as écrit une thèse il n'y a pas très longtemps. Demander à quelqu'un d'écrire un mémoire alors que tu es dysorthographique, c'est hyper compliqué. Donc, on met en place ces choses-là. Tout ce qui est mis en place aussi de distanciel parfois avec les outils actuels nécessite aussi parfois d'accompagner non seulement l'élève, mais aussi l'intervenant, mais aussi les équipes pour leur rappeler que il y a une partie du cours, enfin une partie des apprenants de ce cours-là qui vont être en distanciel. Faut aussi accompagner et former les étudiants de la promo qui comprennent pas nécessairement. J'ai eu le cas cette année avec une élève qui est un contexte 10 disproportionné pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, il y avait une de ses collègues de classe qui, elle, avait un petit contexte 10 et qui disait moi, je suis en cours, pourquoi est-ce qu'elle, elle vient pas mais parce qu'en fait, l'autre jeune fille avait besoin d'un scribe, de quelqu'un pour l'accompagner, pour écrire. C'était un niveau beaucoup plus avancé que le sien. Et même deux personnes en situation de handicap ne comprennent pas forcément le handicap de l'autre. Donc, il y a vraiment une formation à tous les niveaux, le collaborateur, l'intervenant et l'apprenant, pour pouvoir accompagner du mieux possible. Et encore une fois, donner de l'importance à chacun de nos apprenants. Et mine de rien aussi se donner de la fierté d'avoir réussi tous ensemble dans une équipe à accompagner des étudiants dans cette situation vers la diplomation. D'accord. Je reviens, c'est mon leitmotiv, c'est la diplomation, mais c'est vraiment ce qui nous motive au quotidien. C'est aussi pour ça que les étudiants font des études, donc autant leur donner aussi toutes les chances d'y arriver. On sait que c'est la carotte, c'est le diplôme à la sortie. Ouais. Et justement, donc sur ces formations, est-ce que tu trouves que tes équipes sont plutôt positives, plutôt engagées toutes seules? Est-ce qu'il faut leur expliquer peut-être aussi des choses, ou est-ce que ça se fait de façon spontanée? Alors, pour le coup, il y a certaines choses se font de façon assez spontanée. J'ai la chance d'avoir aussi un collaborateur qui est Asperger au service d'accueil scolarité des apprenants. Donc, naturellement, les collaborateurs ayant déjà un collègue en situation de handicap savent qu'il faut faire attention. Mais les services RH, normalement, des écoles et des entreprises devraient de plus en plus, nous, on l'a au sein de l'école, mais dans les entreprises, je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait mettre en termes de management, un accompagnement aux personnes en situation de handicap pour comprendre les handicaps, pour savoir comment les accompagner du mieux possible. On ne s'adresse pas à n'importe qui, n'importe comment. Alors, pour le coup, j'irais même dire à un moment donné, pourquoi pas donner des formations type ProcessCom ou autre à des collaborateurs, justement pour comprendre que chaque personne est un peu différente, fonctionne pas sur les mêmes leviers de motivation que la personne d'à côté. Et que alors j'ai donné la ProcessCom, mais j'aurais pu en donner d'autres. Mais c'est un outil relativement facile à prendre en main pour ne serait-ce que comprendre comment communiquer avec les autres et accompagner pour, encore une fois, que le collaborateur se sente le mieux possible dans l'entreprise. Et on revient sur le sujet, entre guillemets, de l'entretien, qui est d'amener le collaborateur à rester et s'investir au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, toi, qu'est-ce qui fait que tu t'engages? Parce que quand on t'entend parler, on sent que ça te tient à cœur. C'est pas juste un boulot, même si tu disais tout à l'heure, on est tous là pour le salaire à la fin du mois, mais on sent que pour toi, ça va au-delà.
qu'est-ce qui fait qu'il y a cet engagement personnel que tu as justement envers ce travail qui est le tien aujourd'hui? Il y a un parcours déjà, parce que j'ai pas un parcours facile. Moi, j'ai eu la chance, j'ai beaucoup redoublé. J'ai redoublé, la 5e, j'ai redoublé la première, j'ai redoublé la terminale, Les pas très, étudiants vont très le bon élève. savoir. Ouais, c'est pas grave. Je le dis très ouvertement, j'ai pas eu un parcours facile. J'ai fait un BTS en alternance parce que j'avais pas d'autre solution que d'aller vers l'alternance, parce que c'était un peu la voie de garage à l'époque. Aujourd'hui, c'est une voie royale, mais à l'époque, c'était une voie de garage. J'ai fait un master en cours du soir, en me disant: «On sait jamais, ça peut peut-être être utile, plus tard». Au final, oui, c'est utile d'aller jusqu'à un diplôme de bac+5. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de croiser une dame dans ma vie qui était, ma prof de français quand j'ai redoublé ma 5e. Heu, je deviens très émotionnel, quand je parle de cette dame parce que c'est une personne je tiens énormément à elle. En fait, j'étais très mauvais en orthographe. Moi, j'avais toujours eu 0. C'était ma base, c'était 0, c'était bien. Et je suis arrivé, redoublant de 5e en mode: «Ouais, moi je connais tout à la vie, écoutez, moi elle nous avait rajouté, c'était la pire prof de français que personne voulait au collège, et elle nous avait rajouté une demi-heure, le lundi après-midi de 13h30 à 14h, dictée. Et je suis allé la voir à la fin du premier cours en disant: «Écoutez madame, moi j'ai toujours eu 0 en dictée, donc j'aime bien prendre mon temps pour manger, donc vous me mettez 0 puis j'arrive à 14h, pas de problème». Et la prof me dit: «Vous vous appelez comment? Comme ça je prends votre nom et je note l'information». Je donne mon nom, David Markovitch. «Pas de problème monsieur Markovitch, j'ai bien pris note, on se donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h». Donc là, je sors, tout content, tout fier, auprès des autres camarades de classe en disant: «Vous voyez, c'est ça comme ça que ça se gère, la prof la plus difficile du collège». Le soir même, coup de téléphone à la maison: «Oui, bonjour, c'est la prof de français de David, je dis: "Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à madame Markovitch ou monsieur Markovitch?" «Oui». 2 jours plus tard, je démarrais des cours particuliers où j'ai repris from scratch, les bases, du français, de l'orthographe, de la grammaire et j'ai fini ma 2e 5e avec une moyenne de 15, en dictée, ce qui pour moi était un truc, hallucinant, hein. Donc je fais toujours des fautes d'orthographe de temps en temps quand même, mais voilà, j'ai eu la chance d'avoir cette dame qui, encore une fois, compte aujourd'hui encore beaucoup dans ma vie, heu et je me suis dit: «J'ai eu cette chance d'avoir cette dame qui s'est dit: "Tiens, elle avait une vocation, c'était d'accompagner les jeunes et pas juste de les gronder", contrairement à ce qu'on pouvait penser». Elle avait vraiment cette passion de l'enseignement et quand j'ai décidé d'arrêter l'entrepreneuriat pour, me réorienter, j'avais commencé à aller dans la pédagogie, à me dire: «C'est quelque chose qui m'intéresse d'accompagner et surtout de faire évoluer les jeunes et d'être derrière eux pour ce que je pouvais leur apporter». Parce que voilà, j'ai une petite expérience de vie. Je dis pas que j'ai des réponses à tout, mais j'essaie d'avoir des bonnes réponses. Et c'est vraiment ça qui aujourd'hui est mon leitmotiv, c'est, trouver des réponses et des solutions à des problèmes que peuvent rencontrer les jeunes au quotidien et voir la fierté dans leurs yeux quand, au bout de 1, 2, 3, 5 ans, on leur donne ce diplôme, et qu'ils ont, mine de rien pour certains, eu beaucoup de mal à avoir. Donc ça, ouais, aujourd'hui, c'est moi mon leitmotiv et ma motivation, c'est vraiment, accompagner l'apprenant, vers la réussite, et ce, même si, ça veut dire parfois, aller, ruer dans les brancards auprès de certaines personnes en interne ou aller voir les entreprises en disant: «Attendez, ça se passe pas bien». Voilà, je suis pas forcément, très, dans les clous, de temps en temps, mais voilà, ça n'empêche pas que, ce qui me fait me lever le matin, c'est l'apprenant. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est-à-dire que toi, en fait, il y a pas besoin de te donner des petits incentives. Ça se fait de façon, assez naturelle et spontanée. Ouais. Et alors, est-ce que tu as déjà eu des problèmes justement
peut-être avec des collègues qui n'avaient pas cette espèce on va dire de vocation en eux, et qui se sont retrouvés là, peut-être un peu par hasard, un peu par opportunité, et qu'il a fallu embarquer justement sur ce process? Euh, alors, j'ai pas eu le cas dans l'univers de l'éducation parce que clairement, quand on rentre dans cet univers-là, on n'y va pas parce qu'on veut des gros salaires, on y va parce qu'on veut accompagner les jeunes ou on veut découvrir cet univers aussi, hein. Parfois, il y a une volonté de découverte, mais rapidement, en fait, on se fait attraper par ce petit virus de ah, ils sont cool. Et quand je vois que parfois il y a des équipes qui sont un peu en souffrance dans certaines écoles, pour diverses raisons, hein, la chose qui revient régulièrement, c'est ouais, mais on est là pour les jeunes et c'est important. C'est vraiment le jeune est notre leitmotiv, notre volonté de nous lever le matin. Euh, alors, je mettrais juste un petit guillemet dans ce que je dis, une petite addendum. Euh, je pense que c'est vrai pour les équipes qui sont au niveau de tout ce qui est pédagogique. Je ne suis pas forcément persuadé que ce soit réellement le cas sur les équipes commerciales. D'accord. Voilà, les équipes commerciales n'ont pas les mêmes objectifs que nous. Et c'est tout à fait naturel, hein, voilà. Donc, je mets juste la petite astérix en mode attention, c'est le cas pour les équipes pédagogiques, moins pour les équipes commerciales. Oui, les équipes commerciales doivent remplir les classes, et puis les Voilà, équipes pédagogiques faire en sorte que les étudiants ne restent pas dans la classe. c'est ça. Et alors, est-ce que toi, tu es beaucoup en lien justement avec ces équipes commerciales? Et si oui, qu'est-ce que tu peux arriver à voir, eux, de leur façon de s'engager par rapport à l'école? Alors, au sein de l'école dans laquelle je suis aujourd'hui, j'ai pas trop de relations avec eux parce que les services sont vraiment, pour le coup, très séparés. C'est même, pour le coup, la première fois que je suis dans une école où je ne vais pas sur des salons. Jusqu'à présent, j'allais beaucoup sur les salons, pour représenter le côté, un peu scolaire. Heu, je pense que la motivation principale des commerciaux dans les écoles, c'est jusqu'à où je peux aller pour remplir une école, remplir une classe. Il y a le côté, on va être très franc, je pense qu'on est sur le côté financier. Il y a des belles D'accord. primes qui accompagnent les recrutements. Ok, oui, donc En même temps, effectivement. c'est le nerf de la guerre. Ah bah, justement, pas pour les équipes encadrantes, pas pour les équipes pédas. Et Non, donc, mais pour les équipes administratives, enfin pour les équipes commerciales, oui. d'accord. Et alors, toi, au quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu engages pour justement sortir un peu simplement du côté on est là pour accompagner nos étudiants? Est-ce qu'il y a des choses que tu fais pour mettre une bonne ambiance, pour que les gens se sentent bien, pour aider à passer aussi les périodes difficiles? Je dis au Alors, hasard de planification, de diplomation, etc. alors les fins d'année sont toujours très fatiguées, hein. On voit les fins fatigantes et on voit un peu les cernes en ce mois de juillet. Déjà, j'essaye d'être dans la mesure du possible le plus présent physiquement avec mes équipes qui gèrent les partiels, les copies, la saisie des notes, etc. Ça passe par être bêtement dans le bureau et travailler dans le bureau avec les collaborateurs et collaboratrices pour leur montrer que voilà, je ne suis pas enfermé dans mon bureau en mode chacun fait ce qu'il veut. Je suis vraiment avec vous au quotidien. Et à côté de ça, on fait des trucs un peu bêtes et méchants. C'est allez, je vous invite, on va tous boire un verre à la fin de la journée. On a l'avantage d'avoir un bar juste en bas du bureau, donc c'est cool. Où venez, on va tous manger ensemble, on se retrouve et on parle de tout sauf de boulot pendant une heure autour d'un déj. D'accord.
Oui, donc effectivement, il y a ce petit côté, enfin, ce petit côté en plus pour souder les équipes. C'est alors, je sais pas si c'est, en plus, mais pour moi, ça fait partie intégrante, en fait, du boulot. C'est on travaille pas tout seul, on est plusieurs individualités à travailler, ensemble, et il faut qu'on ait des sas de décompression aussi dans ces périodes-là qui sont compliquées, dures. Donc, bah, le sas de décompression, il se fait en accompagnant les équipes, voilà, sur un déj, en en leur disant: «Écoute, aujourd'hui, tu es crevé, c'est pas grave, reste à la maison en télétravail». C'est voilà, à un moment donné, il faut trouver des solutions simples, pour que chacun ait son sas de décompression, mais qu'on puisse le faire de façon intelligente, tout en respectant le droit du travail, la réglementation de l'école, et cetera. D'accord. Et boire un Et verre après le boulot, c'est autorisé. bah, surtout si ce n'est pas dans l'enceinte de l'établissement. Voilà. Voilà, on regarde les trucs. Justement, alors bon, bah, moi, comme tu le sais, je suis enseignante-chercheuse chez PPA et chez nous, on a la PPA's Touch qui est, finalement une espèce d'esprit, je vais pas dire, enfin, le gros mot, ce serait esprit corpo, mais qui va de la direction aux équipes, des équipes, aux étudiants et etc. Est-ce que ça, toi, tu as essayé de l'instaurer? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une chose à laquelle tu penses? Alors, je suis dans une trop grosse structure pour pouvoir, moi, prendre ce genre d'initiative, mais ça peut être quelque chose que je peux remonter, à la direction du groupe, pour envisager un EM Touch. Zut, alors je viens de donner un truc. Non! Bon, bah, après, je pense Si qu'on n'est pas. si on peut partager les bonnes idées pour que les gens soient mieux dans leur quotidien, c'est mieux. Ah bah, c'est sûr que ça fonctionne bien. Et dans tes différents postes, enfin plutôt même d'ailleurs, plutôt quand tu étais entrepreneur, qu'est-ce que tu avais essayé de partager avec tes équipes justement pour qu'il y ait une espèce d'émulation, voilà, d'émulation, de travail collectif? Alors déjà, je me suis jamais mis, au-dessus des autres. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais au même niveau que mes collaborateurs, même si moi j'étais entre guillemets «le patron». La comptabilité de l'entreprise était toujours accessible, il y avait rien de caché. Il y a rien de caché sur les salaires des uns et des autres. Les salaires étaient basés sur, l'expérience, alors expérience plus que sur le diplôme. Heu et en gros, à chaque fois qu'on emmenait un projet, il y avait des primes qui allaient avec le projet en fonction du boulot que chacun allait devoir faire, là-dessus. J'essayais d'être vraiment le plus égalitaire, alors je vais pas dire égalitaire, je vais dire le plus ouvert possible pour que chacun trouve, son plaisir dans chaque projet et que surtout, en fait, on avance tous ensemble. J'ai jamais cherché non plus à garder un collaborateur qui cherchait à partir, quelle que soit la raison, que ce soit pour une raison de déménagement ou parce qu'il en avait marre de travailler dans une petite équipe. J'ai toujours, accompagné les départs. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours paru normal de faire. C'est-à-dire que, mon papa, m'a toujours dit, «On ne cherche pas à garder un collaborateur qui ne veut plus rester». Bah, c'est Heu, positif. voilà. Ouais, mais en général, il y a beaucoup d'entreprises qui vont chercher, à garder un collaborateur coûte que coûte. À un moment donné, quand un choix est fait, soit le collaborateur décide de partir, point, soit il veut partir, il vient en disant: «Voilà, je sais pas où j'en suis, mais je sais que j'ai plus envie de rester». Il faut l'accompagner, en fait, dans la suite, et au final, mieux on accompagne les gens, heu, en fait, on parle souvent d'onboarding dans les entreprises, on parle rarement Offboarding. d'offboarding, merci. Hem Et en fait, pour moi, l'offboarding a toujours été aussi important que l'onboarding, et le fait de bien, se séparer d'un collaborateur faisait que certains collaborateurs qui envisageaient à un moment donné le départ sont venus me voir pour me dire: «Ah mais en fait non, j'ai envie de rester ici, c'est cool», il y a vraiment, ce côté, famille que j'avais essayé de créer, et dès que quelqu'un avait besoin de quelque chose, j'essayais de répondre du mieux possible. Alors,
dans la limite de des petits moyens d'une petite structure. Mais voilà, il y avait besoin d'un bon bureau, on mettait un bon bureau. Il y avait besoin d'un bon fauteuil, on mettait un bon fauteuil. Il y avait besoin d'une nouvelle machine à café, on mettait une machine à café. J'étais pas là en mode non, bah, en revanche, le café, chacun se le paye. On faisait une commande, je vais citer Nespresso, mais on faisait une commande Nespresso par mois, et puis voilà, on avait le café pour le mois. Donc voilà, j'ai toujours essayé de. À un moment donné, j'avais des collaborateurs qui voulaient. Alors je suis désolé, hein, je vais parler comme un vieux, qui voulaient jouer à la PlayStation 2. J'avais acheté des PlayStation 2, voilà, parce qu'on faisait des parties de jeux vidéo. On n'était pas en mode oula, non, jeux vidéo pendant la boîte, ça marche pas. S'il y avait des soirées pizza parce qu'on était en rush sur un projet et qu'il fallait absolument finir, on faisait des soirées pizza avec les uns qui dormaient sur le canapé pendant que les autres travaillaient. On se relayait et puis voilà, ça avançait comme ça. Mais je trouvais que c'était marrant, c'était un peu un esprit startup que j'ai essayé de garder tout au long des 11 ans d'entrepreneuriat, et ça marchait plutôt bien. C'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, justement, cet esprit startup, il est assez souvent critiqué en expliquant que c'est pas en mettant un baby-foot, un billard ou une PlayStation que on va pouvoir, être performant et deux, pouvoir engager les gens. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait la différence, justement, de ce côté, on donne des choses pour s'amuser et on essaye de partager quand même cet esprit un peu fun et un peu sympa, et le côté, c'est un gros bullshit en réalité, et c'est juste pour masquer la dure réalité du travail. Alors, c'est les deux en même temps. En fait, moi, j'ai fait que répondre à des envies des collaborateurs pour le coup. J'ai jamais investi dans des tables où on travaille debout, parce que personne m'a jamais demandé ça. J'ai jamais investi dans des gros coussins pour travailler allongé, parce qu'on me l'a jamais demandé. En revanche, voilà, on m'a demandé des soirées pizza quand on travaillait tard. J'ai fait des soirées pizza. Il y avait parce que moi je suis un gros j'étais, parce que j'ai un peu arrêté, un gros consommateur de bonbons. Il y avait tout le temps une grosse corbeille de bonbons qui traînait dans l'entreprise, mais parce que c'était moi en fait. Voilà. La PlayStation, c'est venu d'une demande de certains collaborateurs qui pendant leur pause déj avaient envie de jouer en même temps. Voilà, je pense que il y a des entreprises qui ont utilisé ces outils un peu à tort et à travers, en mode wow, on donne plein de trucs. Moi, je sais par exemple, j'ai une salle de sport au sein de l'école. J'y vais jamais parce qu'en fait, et puis je crois qu'il y a quasiment personne qui y va parce qu'on n'a pas le temps. Et puis je préfère m'occuper de ma fille le soir que de rester à faire 1 heure de sport dans la salle de sport de l'école. Mais c'est quelque chose qui a été mis en place en mode regardez, on a une salle de sport. Je pense qu'en fait, il faut être attentif aux réels besoins des collaborateurs. Quand les collaborateurs ils disent on n'y arrive plus parce que l'équipe elle est trop petite, on rajoute du monde si on peut. Ou alors si on peut pas pour des questions financières ou de place, parce que parfois c'est juste une question de place, on le dit. On dit voilà, faut amener les choses en disant voilà, aujourd'hui les comptes vous les voyez, on n'a pas les moyens, ou alors il faut qu'on réduise nos salaires tous ensemble. Donc soit on réduit les salaires et on prend quelqu'un de plus, soit on reste à nos salaires, on travaille un peu plus pendant peut-être 6 mois et dans 6 mois on embauche une personne de plus. Mais en fait, faut être, je pense, dans une relation très saine et ouverte avec les collaborateurs. Et je pense que c'est comme ça que les gens comprennent leur position dans l'organigramme, dans l'entreprise, plutôt que d'avoir des choses très descendantes où on comprend plus trop où on est. Et c'est le problème de certaines grosses structures. On va prendre Google, parce que Google, ils sont extrêmement décriés sur justement ce côté on a mis des piscines à boules, des toboggans, on se croit chez Ghostbusters dans la boîte. Et au final, la majorité des collaborateurs aujourd'hui, ils sont en télétravail. Moi, j'ai des collègues qui bossent pour Google, qui sont à l'autre bout de la planète, qui bossent sur d'autres créneaux horaires. Et ce qui les intéresse, c'est pas tout ce qu'on a mis en place dans les entreprises de, entre guillemets,
allez, je vais le dire, de bullshit. C'est des conditions de travail où il peut travailler d'où il veut sur la planète, suivre ses équipes d'où il veut sur la planète. Et ça, pour lui, pour le cas de mon pote, c'est vraiment quelque chose qui est hyper appréciable pour lui. Euh, il, il voyage, il travaille, et c'est peut-être ça plus des choses que Google a pu mettre en place qui sont intéressantes plutôt que un billard, des PlayStation 4 ou 5. Voilà. L'idée de se dire, les vacances illimitées, par exemple, que Airbnb avait mis en place à un moment donné. Ouais, c'est joli de mettre les vacances illimitées, sauf qu'ils se sont aperçus que quasiment aucun collaborateur ne les prenait. Parce que la contrepartie, c'est en revanche, tu as du boulot et tu as beaucoup de boulot. Oh, il y a aussi Voilà. l'image que ça renvoie. On a peur après de passer pour celui Ouais, qui c'est vit pour celui qui a rien, pris les ou vacances, voilà, celui qui travaille tellement vite qu'on peut lui donner plus de travail à faire. c'est ça. Si aujourd'hui tu devais remonter une boîte, comment est-ce que tu gérerais justement le recrutement, la formation des nouveaux arrivants, etc. C'est une invitation. On peut discuter, il n'y a pas de problème. De la façon la plus humaine possible, c'est que, comme je dis, chaque nouveau collaborateur, je lui explique l'entreprise, je lui explique pourquoi on a créé la structure, quel que soit le domaine de l'entreprise. Et puis surtout, en fait, je l'accompagne sur ses aspirations futures. Je lui donne un vrai plan d'évolution par rapport à ce que peut lui donner l'entreprise. Sachant qu'en général, quand tu rentres tôt dans une entreprise, tu as plus de chances de monter que quand tu rentres tard. Mais ouais, c'est comme ça que moi je vois l'accompagnement d'un collaborateur. C'est pas en lui disant oula, mais attends, on peut pas te donner une augmentation parce que là tu comprends, 4%, c'est quand même beaucoup. Reviens dans 2 ans, on verra pour 4 autres pourcents supplémentaires. Alors que il part de l'entreprise, il revient 3 ans plus tard, on va lui donner plus 20. Ce qui est le cas dans beaucoup d'entreprises en France aujourd'hui, hein. On a plus de chances de faire des gaps en termes de, 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 Salaire. de salaire, de travail, de tout, en changeant d'entreprise, quitte à revenir, hein, encore une fois. Mais on perd en fait un collaborateur qui en fait est allé voir ailleurs. Pendant un moment, on s'est dit en fait l'entreprise, elle n'a pas su me garder. Au final, je reviens. Donc, je suis un peu en train de manger du réchauffé. Moi, je préfère avoir quelqu'un qui reste longtemps et qui grandit avec l'entreprise, en fait. On grandit tous ensemble parce que moi, j'apprends énormément des autres, des collaborateurs, des échanges que je peux avoir avec les uns et les autres. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est vraiment ce côté grandir avec les collaborateurs, les accompagner du mieux que je peux, les former si on peut les former, chose qu'on retrouve au final assez peu dans les entreprises. Alors, les petites structures françaises, les grosses structures en France, et là je parle vraiment des grosses entreprises, ont les services adaptés pour accompagner, etc. Mais au final, en France, on est quand même un peu à la ramasse sur sur ces données-là. Ah, c'est pas complètement faux. Et justement, ça m'amène à un sujet que moi, comme tu le sais, sur lequel je travaille depuis longtemps, qui est la gamification. Est-ce que toi, tu as déjà vu ou est-ce que tu as déjà eu l'opportunité d'utiliser la gamification pour l'engagement des équipes? Alors, j'ai tenté avec, bon, je l'ai tenté avec un tutoriel que j'avais mis en place pour la rentrée, pour accompagner en fait les formateurs externes dans l'école dans laquelle j'étais avant, où avec ma digital learning manager, on avait fait une sorte de, de d'escape game en ligne avec plein d'informations disséminées dans l'escape game. Ça n'a pas été ça n'a pas été une réussite totale, très honnêtement. Je pense que la gamification marche bien avec une certaine catégorie de population assez jeune. Et je pense que j'avais raté pour le coup ma cible.
j'avais mal fait mon étude en amont, mais j'avais une cible un peu trop âgée, je pense, pour Alors, gamifier. proposer un Monopoly Alors, ou un jeu de loi? ouais, ouais, je pense le jeu de loi, ouais. Non, je pense pour le coup que j'aurais dû faire quelque chose de gamifié, mais en mode faire un bet count avec une réunion en physique autour des outils et un count à la fin, ça aurait été largement suffisant et peut-être beaucoup plus efficient, efficace. Que de chercher à faire ce jeu, etc., en mode vous allez voir, vous allez vous amuser, et au final, ils ont lâché l'affaire au bout d'un quart d'heure parce que c'est trop compliqué. Oui, effectivement, il faut bien s'adapter à son public. Et quand on dit gamification, ça ne veut pas dire d'un coup de baguette magique, tout va bien réussir. C'est ça. C'est pas Non, du tout mais le cas. après, faut accepter de foirer certains projets aussi, hein. C'est comme ça qu'on apprend. Euh, et puis la gamification, faut savoir où on met le curseur. C'est ça. Je me Avec des souviens, gens. Pardon, vas-y. pendant le confinement, on a mis en place dans l'école où j'étais un Discord pour l'école. Et beaucoup des cours se sont passés sur Discord. Et on avait mis en place quelques bots pour accompagner la gamification pour le coup, avec des systèmes de level, etc. Les jeunes sur les niveaux infra-bac, parce que j'étais dans une école qui allait de l'infra-bac au bac plus 5, sur les jeunes niveaux infra-bac, ils avaient adoré. C'était des quiz culture générale, en fait. Ils avaient adoré de monter et de gravir les échelons du truc. Il y avait plus de 1000 questions qu'on avait injectées dans le système. Ah oui, quand même. Ouais, on s'était amusé. Euh, et en revanche, dès qu'on passait du post-bac, ils ne voulaient pas jouer. Ah Après, ouais. c'était un truc optionnel qui était dans le Discord, etc. Mais voilà, on s'est retrouvé avec ce grand écart qu'on n'a pas compris d'ailleurs, hein, pourquoi ça plaisait à l'infra et pas au post-bac. On a été incapable de dire pourquoi ça avait fonctionné ou pas. Et vous n'avez pas posé la question? Malheureusement, quand on est revenu en présentiel, on est passé sur d'autres sujets et on n'est pas allé là-dessus. Mais la question a été intelligente à poser, effectivement. Ah oui, pour voir ce que vous aviez fait de bien et de pas bien. Ou peut-être ce qu'attendaient les post-bac aussi. On leur a proposé d'autres choses au final au post-bac avec des capsules digitales où ils pouvaient aller regarder vraiment des choses spécifiques à leur formation, au BTS, etc., qu'on leur faisait. Ça, ils allaient pas mal dessus. Mais ouais, le côté gaming pur, voilà, je passe des niveaux, j'ai un concours en interne avec qui a la première place, ça n'avait pas trop marché. D'accord. Ouais, c'est intéressant en tout cas comme expérience. Bien. Alors, petit mot de la fin. Comment est-ce que tu vois l'engagement des collaborateurs pour les prochaines années? Parce que là, aujourd'hui, on parle de grandes démissions. On voit qu'énormément de gens se posent des questions sur leur avenir, sur leur place aussi dans l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Comment est-ce que tu vois ça pour les 5-10 prochaines années? Je pense que on a vraiment ces deux générations qui cohabitent, avec une génération qui a le besoin de la stabilité parce que j'ai un enfant, parce que j'ai un prêt sur mon appartement, etc. Cette génération-là, elle a besoin de cette stabilité et d'être engagée dans son quotidien et d'accompagner l'entreprise dans laquelle cette personne va grandir. Et après, on a cette autre génération qui est justement soit hyper impliquée, soit complètement désengagée en mode je m'en fous. Et celle-là, pour moi, on n'arrivera jamais à l'attraper tant qu'elle sera en mode un peu nomade. Le job m'embête, je change. Mon boss me parle mal, je change. J'ai eu le cas il y a 15 jours avec un élève parce que sa boss lui a dit au bout du troisième échange, tu fais ce que je te dis et tu arrêtes de discuter. Il m'a envoyé un mail de 10 km de long pour me dire qu'il était harcelé.
Je lui ai dit: Ah «Non, oui, ça s'appelle recevoir un ordre de sa direction, c'est pas la même chose que du harcèlement». Donc on en est là, c'est-à-dire que, je pense qu'on va avoir une confrontation de générations, et de managers, qui sont pas habitués à cette nouvelle génération qu'il faut savoir à minima capter, à minima accompagner, en étant vraiment, tout doux, tout gentil, tout mielleux, avec eux. Je suis pas très inquiet en fait au final, parce on se stabilise tous un petit peu à un moment donné, quelle que soit notre génération. Euh, et que bah, les anciens managers vont partir à la retraite à 64 ou 60 plus d'années. Les nouveaux managers plus jeunes vont prendre des postes de direction qui vont découler d'autres méthodologies de management au quotidien et qui vont savoir s'adapter aussi à ces générations qui ont besoin de plus de souplesse, peut-être d'un peu plus d'accompagnement, de plus d'équilibre entre le perso et le pro. Je suis pas très inquiet parce que l'humain et surtout les évolutions technologiques qui vont avec l'humain aujourd'hui vont faire en sorte qu'il y a beaucoup de tâches rébarbatives qui vont peut-être partir. Alors là, je suis à 10 ans, hein. Mais il y aura peut-être pas mal de tâches rébarbatives qui vont partir très clairement sur des IA qui vont être autres que génératives. Les IA génératives étant ChatGPT, tous ces trucs-là. Et on va aller sur des IA un peu plus performantes qui vont être capables de remplacer purement et simplement des tâches vraiment chiantes, rébarbatives, dans une école de saisie de notes, parce que ça va être automatisé, même d'analyse de copies où ça va passer dans des systèmes qui vont dire voilà, cette copie elle vaut tant, point, et puis on pourra pas dire oh le prof il m'a saqué, etc. Non, ça reste une IA qui analyse une copie et qui analyse une copie par rapport à un attendu. Il y a plein de tâches chiantes qui vont disparaître au profit justement des tâches importantes à valeur ajoutée où on pourra accompagner les collaborateurs et où les collaborateurs vont être plus engagés naturellement parce qu'ils auront des tâches intéressantes et moins de tâches rébarbatives. Et je pense que par rapport à cette génération un peu plus détachée de l'entreprise qui arrive, ben, on va avoir ces solutions-là à leur proposer dans 5 à 10 ans. d'accord. Bah, écoute, c'est bien parce que pour le coup, d'être optimiste, ça change un peu la donne par rapport à tout ce qu'on entend aujourd'hui sur des gens qui disent que bah, voilà, l'engagement c'est fini, que pour essayer de faire travailler quelqu'un, ça devient plus que compliqué et que tout est perdu pour les générations futures. Non, 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 on est loin d'avoir tout perdu. Il y a des choses qui sont clairement perdues, comme venir habillé en costard cravate au bureau tous les matins. Et encore, est-ce que c'est une perte ou un gain? Moi-même aujourd'hui, je suis avec un petit t-shirt et j'ai quitté la cravate depuis bien des années. Je garde la chemise quand même. Mais voilà, je pense qu'il y a il y a des évolutions qui sont des bonnes évolutions. Il y a des évolutions qui en sont parfois moins, mais c'est comme la révolution industrielle. Je pense que on est on the verge d'une nouvelle révolution qui est une révolution avec l'informatique. Euh, qui est aussi disruptif que pouvait l'être il y a une centaine d'années, voire 150 ans, la révolution industrielle, avec bah, des métiers qui ont disparu. Est-ce qu'il y a encore des gens qui allument la lumière dans les rues de Paris tous les matins, enfin toutes les nuits, pardon? Non, on a mis des lampes électriques. Et maintenant, en plus, on a des lampes LED, donc les lampes, elles sont changées une fois tous les 10 ans, alors qu'avant, c'était une fois par an. Donc, il y a des métiers qui disparaissent et c'est tout à fait normal. Il y a des nouveaux métiers qui se créent, qui arrivent. Voilà, je pense que chacun a sa place et que cette nouvelle génération va trouver elle aussi sa place dans l'entreprise et trouver des leviers pour encore une fois, développer son engagement peut-être à sa façon, une façon qui est différente de celle de nos parents ou de la nôtre, de l'engagement au sein des écoles.
Enfin, pardon, au sein de l'entreprise. Encore une fois, j'ai une Mais déformation des écoles professionnelle qui aussi arrive un sont peu trop. l'école est une entreprise comme une autre. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup David pour Mais ce je temps t'en que prie. tu m'as accordé. Et puis, bah, écoute, avec grand plaisir pour te recevoir de nouveau d'ici quelques mois pour voir si ton sentiment a évolué ou si on est toujours dans la bonne direction. Je pense que sur ce point-là, en tout cas, mon sentiment, il va rester à peu près le même, mais il peut évoluer s'il y a une grosse révolution en termes de, encore une fois, sur les IA. Si on s'aperçoit qu'il y a des vrais gros risques, parce que beaucoup de gens ont peur du risque lié aux IA. Peut-être qu'on ira faire un gros ban des IA en disant attention, il ne faut pas aller plus loin, c'est dangereux. Voilà, on va perdre notre humanité là-dedans. Voilà, j'avais vu il y a quelques années une série anglaise qui s'appelle Years and Years, dans laquelle, à un moment donné, il y avait un des enfants de la famille qui voulait être trans. Le papa lui répondait mais tu veux devenir un garçon? Pourquoi tu veux devenir un garçon? Non, non, je veux être trans, me transférer dans le cyberespace. Et là, le papa était en mode mais non, c'est inadmissible, jamais je ne t'autoriserai à faire ça. Les mentalités évoluent, les choses évoluent. Peut-être que voilà, je ne sais pas où on sera demain, mais je sais que il y a beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses, en parlant d'engagement, à structurer de façon à accompagner cette nouvelle génération de collaborateurs. Très bien. Bah, je pense que c'est un bon mot de la fin, ça. Merci. Merci beaucoup, David.